Le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit qui court. Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement Le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version campus du bruit qui court, des étudiantes françaises et étrangères de l'université Clermont-Auvergne se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Tout de suite, nous écoutons Héloïse, étudiante française, interviewer Nour, une jeune femme syrienne qui nous en dit plus sur sa vie et sur celle des autres femmes de son pays. Bonjour à tous, bonjour Nour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Syrie avec toi. Merci beaucoup d'être là et de participer au podcast. Dans un premier temps, je vais faire une présentation de la Syrie pour qu'on puisse mieux cerner le contexte historique et politique du pays. À savoir que la majorité des informations que j'ai trouvées sur la Syrie sont antérieures à 2022, voire même remontent à avant le conflit syrien, donc avant 2011. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des informations récentes sur le pays. Donc, la Syrie se situe à l'extrémité orientale de la mer Méditerranée et partage ses frontières avec la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban. C'est un pays plutôt petit, sa superficie est d'environ 185 000 km², soit 34% de la taille de la France. Plus de la moitié des habitants vivent à l'intérieur des villes. Le pays est essentiellement composé de plaines, chaînes montagneuses et déserts. C'est un territoire traversé par de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, ce qui fait de la Syrie un important site d'observation des oiseaux. On trouve aussi des loups, des chacals, des sangliers, des gazelles. La langue officielle est l'arabe, mais il y a aussi des communautés qui parlent d'autres langues, comme le kurde, l'arménien, le turkmène. La Syrie comporte un peu plus de 23 millions d'habitants, 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. La population syrienne est diversifiée, déjà sur le plan ethnique. La majorité de la population syrienne est arabe, mais il y a aussi les Kurdes, qui représentent la plus grande minorité ethnique, ainsi que d'autres groupes ethniques minoritaires, les Arméniens, les Turkmènes. Sur le plan religieux, la majorité de la population est composée de musulmans sunnites, mais on compte aussi les Alaouites, qui forment une importante minorité, à laquelle appartient notamment Bachar el-Assad, le président. Il est au pouvoir depuis 2000, date à laquelle il a succédé à son père Hafez al-Assad, qui avait lui-même dirigé le pays pendant plusieurs décennies. Pour ce qui est de la situation économique de la Syrie, avant la guerre, elle reposait principalement sur l'agriculture et sur l'industrie. La guerre a eu de nombreuses conséquences sur l'économie du pays, notamment à cause de la destruction de nombreuses infrastructures, une augmentation massive du chômage, une forte inflation. Les situations de crise et d'instabilité politique ont créé un terrain propice à la corruption. La situation politique en Syrie est très complexe, marquée par le conflit civil que je vais tenter de résumer au mieux. Donc, le conflit syrien a débuté en 2011 dans le contexte de Printemps arabe, une série de manifestations anti-gouvernementales dans plusieurs pays de la région qui dénoncent le chômage, la pauvreté, la corruption ou la tyrannie. En Syrie, des collégiens taguent sur un mur « Le peuple veut la chute du régime ». Ils sont arrêtés et torturés par les services de sécurité syriens. En réaction, il y a des manifestations dans tout le pays, face aux forces de l'ordre, qui tirent sur la foule, arrêtent et torturent des civils et activistes, ce qui engendre de nouvelles manifestations. Ces manifestations évoluent en conflit armé avec l'émergence de groupes rebelles qui cherchent à renverser le gouvernement d'Assad. Le conflit se complexifie encore, avec notamment l'implication de groupes djihadistes, mais aussi par l'intervention d'acteurs internationaux qui prennent part au conflit, comme par exemple la Russie et l'Iran, qui soutiennent le gouvernement d'Assad, alors que d'autres pays occidentaux soutiennent divers groupes rebelles. Aujourd'hui, en 2024, Bachar el-Assad contrôle certaines parties du territoire, des zones centrales, des villes importantes comme Damas, la capitale, ainsi que la région ouest du pays. Les forces kurdes contrôlent les régions du nord et nord-est de la Syrie. Les forces rebelles, opposées au gouvernement d'Assad, contrôlent certaines zones dans le nord-ouest. On trouve aussi dans cette même zone géographique une présence djihadiste.
Ce morcellement du pouvoir implique une forte instabilité politique. D'une région à l'autre, les situations sont très différentes en termes de droits et de sécurité. Il y a des zones de conflits actifs dangereuses, des régions sous contrôle gouvernemental où la sécurité est relativement stable, mais où la population connaît des violations de ses droits. Certains groupes djihadistes ont eu une grande influence dans certaines régions et ont introduit des normes strictes et des restrictions aux droits individuels. Les régions kurdes, quant à elles, ont montré du progrès par rapport aux autres régions sur la question du droit des femmes. Ce conflit syrien a entraîné d'énormes défis humanitaires, avec des pénuries alimentaires, des difficultés d'accès aux soins de santé, des déplacements massifs de population. Des millions de Syriens ont été déplacés à l'intérieur du pays ou ont fui à l'étranger. Au vu de ce bilan, on peut se demander ce qu'il en est des femmes dans tout ça. Il est important de rappeler que la situation des femmes en Syrie diffère en fonction de facteurs tels que la région géographique, l'appartenance ethnique ou religieuse et la situation familiale. Mais les premiers résultats qui apparaissent sur Google lorsqu'on cherche « droits des femmes en Syrie » décrivent des discriminations et des violences de genre, des violences sexuelles subies par les femmes pendant le conflit syrien, mais aussi une hausse des mariages d'enfants, des difficultés d'accès à l'éducation et aux soins. Selon le site Amnesty International, les femmes sont exclues de la vie politique, elles ne sont pas appelées à participer aux discussions ou aux prises de décision concernant l'avenir du pays. Le site de l'ONU décrit une situation où beaucoup de femmes assurent seules la subsistance de leur famille, leur conjoint étant détenu, absent ou même décédé en raison du conflit. Elles sont souvent confrontées à de grosses difficultés économiques et peinent à trouver un emploi. Les recherches Internet sur la situation des femmes en Syrie révèlent aussi un féminisme très actif. Par exemple, toujours sur le site Amnesty International, on décrit des femmes militantes qui manifestent pacifiquement, organisent l'aide humanitaire et créent des organisations et centres communautaires. On trouve une multitude de noms de femmes qui ont lutté et luttent toujours pour leurs droits. Par exemple, on peut parler de Marie Ajami, une importante féministe syrienne du XXe siècle qui a créé le premier journal destiné aux femmes en 1910 et qui militait activement pour le droit de vote. On peut aussi citer l'association L'Éveil des femmes de Damas. C'est une association fondée en 1922 dédiée à des œuvres sociales qui assurent par exemple des cours d'anglais aux filles des milieux défavorisés. Plus récemment, on peut parler de Maria Al-Abdeh qui a cofondé l'ONG Women's Now for Development, qui veille sur la protection des droits des femmes syriennes. Mes recherches m'ont aussi amené à trouver l'existence d'un village de femmes, Jinwar, où habitent près d'une quarantaine de femmes et d'enfants. Elles sont kurdes mais aussi arabes, ce sont des veuves, des femmes divorcées ou répudiées, des célibataires refusant de se marier, des déplacés par la guerre. Elles développent les bases d'une autonomie économique et sociale. En fait, il y a beaucoup d'exemples d'initiatives et de projets féministes, de femmes militantes qui revendiquent droits et libertés. Le bruit qui court. Campus. Ce petit topo fait, j'aimerais te demander, Nour, est-ce que cette description de la Syrie correspond à ce que tu connais, à ta réalité ? Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord 100% avec toi. En fait, on est très mélange. Oui, en fait, c'est très fidèle. Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, en arrivant en France ? La première chose, par exemple, que tu as remarquée, qui était différente sur la situation des femmes françaises et des femmes syriennes, ou qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant en France ? En fait, j'étais outrée parce que j'ai remarqué que les femmes ici, elles ont le droit d'avoir les poils. Oui. C'était quelque chose de franchement bizarre pour moi. Parce que ça n'existe jamais en Syrie. C'est vrai. Je trouve que c'est génial, en fait, d'avoir ce droit. C'est un petit peu rigolo, mais parce qu'on est en Syrie, on est très mélange, je t'ai dit déjà. Tu peux trouver des femmes comme ici en France, ok? Et tu peux trouver un autre type de femme qui interdit d'entendre la musique. Tu sais? Ok. Il y a ce différent entre il y a des moyens. Mais tu veux dire, en fait, qu'il y a complètement des différences de situation ou de droit, oui. et Exactement. c'est en fonction de quoi, ça, c'est... Oui. Par exemple, la sortir, les femmes là, elles n'ont pas de sortir pendant la nuit. Mais moi, j'ai grandi pendant la guerre. Pour l'instant, quand je vais sortir de la maison, j'ai peur, franchement. Ouais, tu te sens pas en sécurité, toi? Je me sens pas que je suis en sécurité, oui, c'est ça. D'accord. Et ça, est-ce que c'est un sentiment que... Enfin, toi, t'as grandi où, en fait, en Syrie? J'ai grandi à Hama. Ok. C'est presque en milieu de Syrie. Et ça, c'est sous quelle... c'est quoi l'autorité
dans cette zone, c'est le gouvernement d'Assad ou c'est... Le gouvernement d'Assad, oui. Oui, on était moins compliqué par rapport des autres. Ouais, c'est une des zone qui autres est villes. plus, Oui. plus sécuritaire Oui. peut-être. Plus sécuritaire, oui, c'est ça. Mais quand même, quand tu as grandi pendant la guerre, c'est difficile quand même. Toi, quel est ton tout premier souvenir où tu as compris que tu serais traitée différemment parce que tu étais une fille? En fait, depuis que j'étais à l'école, peut-être j'avais 7 ans, il y avait toujours des actions sexistes. Ah ouais? Oui, il y avait tout le temps. À l'école? À l'école, n'importe où. Mais j'ai réalisé que je ne suis pas comme les garçons. Je n'ai pas le même droit. Ouais, dès l'enfance, en fait, Oui. toi, t'as un souvenir de... Ouais, dès l'enfance, sentir que t'avais un traitement différent. Oui, un traitement différent, c'est ça. Et ça me dérange franchement, mais j'avais ma grand-mère, elle était très féministe, elle me soutient quand j'étais petite. Par exemple, quand j'étais petite, quand elle m'a dit il faut que tu seras tout le temps forte, même si tu es une fille, tu vois, même si tu es une fille. Ah ouais, même si tu es une fille sous-entendue. Parce que les filles, par exemple, les filles, il faut tout le temps être perfecte, il faut tout le temps aider sa mère. Alors que les garçons, pas forcément, par Non. exemple? Non. J'ai mon frère, il n'est jamais travaillé avec ma mère à la maison. Mais c'était ma responsabilité, c'était la responsabilité de ma soeur aussi. D'accord. Mais mon frère, non, pas du T'as tout. combien de... Enfin, t'as un frère et une sœur? On a grandi oui, c'est ça. On a grandi que les filles, il faut faire le ménage, il faut nettoyer, tout ça. Et le garçon, non, pas du tout. Même s'il ne travaille pas. Ah ouais, Même donc s'il n'a rien à faire. Oui. C'est vraiment des rôles genrés Oui. très différenciés, quoi. Oui. Exactement, oui. Et mais quand même, ma grand-mère, elle était plutôt féministe par rapport aux autres femmes, aux autres personnes, on peut dire ça. Elle m'a dit tout le temps, si quelqu'un elle veut batailler avec toi, il faut que tu sois forte, il faut que tu te défendes. Ouais, pas se laisser faire, quoi. Sinon, tu auras un problème à la maison, là. Et toi, ça t'a aidé? Donc, j'avais peur que j'aurais un problème à la maison. Donc, j'étais forte à l'école avec mes amis. J'étais plutôt violente. Pardon, pas violence. J'étais agressif. Ah ouais? Oui. Sur les conseils de ta grand-mère? Oui. J'étais obligée d'être agressive pour qu'on me protège. Et les autres filles de ton âge, elles étaient aussi dans cette posture-là, agressive ou moins, tu trouvais? Ça dépend. Ouais. Ça dépend à chaque famille. Et toi, ça t'a aidé d'avoir ta oui, grand-mère bien sûr. féministe comme Oui, ça bien sûr. Ouais. Comme ça, j'ai grandi presque... j'avais aucun problème avec... dans ma vie presque, parce que j'étais tout le temps forte. Et quand tu es forte, tu peux faire n'importe quoi. N'importe quelle chose. Par exemple, quand j'étais obligée d'aller à l'université, j'avais moins que 28 ans. D'accord. Et j'ai voyagé à une autre ville, toute seule. J'ai inscrit. Il y avait ma cousine qui m'a aidé un petit peu. Mais en général, moi, j'ai inscrit. J'ai trouvé un appartement. Non, d'abord, j'ai habité au Crous, tout d'abord. Après, j'ai trouvé un appartement. J'ai habité avec mes amis, des filles. D'accord. Oui. Et ça, c'était où, du coup? Homs. Donc, j'étais tout le temps indépendante. Indépendante, pardon. Ouais. Je suis pas douée avec les vocabulaires. Hein. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est clair. Et donc, j'étais tout le temps indépendante. Ouais. Par rapport grâce à ce conseil. Oui, elle est morte maintenant, mais je me rappelle tout le temps ces conseils.
Et ta sœur et ton frère, est-ce qu'ils ont eu aussi cet impact féministe de ta grand-mère sur eux ou moins que toi ou... Moi comme moi. Ouais, ça, Ouais. ils ont été peut-être moins Ouais. sensibles à J'étais ce... moi, parce que moi, j'étais le plus âgé Ah avec oui, mes sœurs, ma sœur et mon frère. J'étais le plus proche à ma grand-mère. Mais ma sœur, non, elle se rappelle un petit peu des souvenirs avec elle. et est-ce que tu dirais que c'est difficile en Syrie pour une femme de prendre son indépendance ou pas spécialement Ça plus dépend de qu'ailleurs? de chaque culture, en fait. Ouais, Pour nous, elle était facile. Par exemple, elle avait euh, dans les books de ma mère, sa cousine, la cousine de ma mère. ouais, Et, par exemple, elle habitait toute seule. Parce qu'il a choisi d'habiter toute seule. OK. ouais. Elle était comme une symbole, Un symbole. oui, pour nous. Parce qu'on a trouvé qu'elle est très forte. Elle a prouvé devant tout le monde que je peux habiter toute seule, je peux, moi, payer tout ça. Je veux pas se marier. Je suis libre. Ah OK. ouais, c'était un symbole de liberté. Oui, c'est ça. Pour nous, parce que ça n'existe pas tout le temps. Mais ça existe quand même. Heureusement. Et ça existe quand même, c'est comme ça reste minoritaire ou de plus en plus, est-ce que tu as l'impression que De ça plus en évolue? plus, ça évolue, oui. Mais ça dépend de chaque ville, ça dépend de... Ouais, c'est fou comme il y a une différence comme ça de Ah, traitement suivant les endroits en Syrie. franchement, c'est pas facile d'imaginer qu'est-ce qui se passe en Syrie parce qu'on a très différentes, franchement, de manière, par exemple, les vêtements, les traditionnels, tout. Si tu veux bien, on peut aussi aborder du coup le thème spécifique choisi du divorce. Ouais, oui, bien sûr. Avant de parler du divorce en Syrie, je vais faire quelques petits rappels sur le divorce en France. La première fois en France qu'on a eu une loi qui autorisait le divorce, c'était en 1792. Donc c'était une loi qui permettait aux deux conjoints de rompre leur mariage par un consentement mutuel, mais pas avant 2 ans de mariage. L'homme, il pouvait se remarier directement, mais la femme, elle devait attendre 1 an avant de se remarier. Et elle perdait tous ses biens si on lui attribuait la faute du mariage, du divorce. Alors que le mari, lui, dans tous les cas, il gardait tous ses biens. À cette époque, la demande de divorce, elle était faite dans 70% des cas par des femmes. Aujourd'hui, en 2024, c'est 75% des femmes qui demandent le divorce. Au XVIIIe siècle, les hommes, ils ont fortement critiqué le divorce en évoquant un risque de délitement de la société et le divorce est devenu obsolète. Et sous le Second Empire, il a carrément été supprimé. Il n'y avait plus de divorce et il était considéré comme un poison révolutionnaire. Ensuite, sous la Troisième République, il a été réintégré sous la seule forme du divorce pour faute. Et depuis, les lois sur le divorce, elles se sont renforcées. On peut parler de la loi Veil de 1975, qui comprend réforme profonde sur le divorce avec la possibilité de divorcer par consentement mutuel, mais aussi s'il y a rupture de la vie commune ou pour faute. Donc depuis, on a l'image d'un divorce qui est libre et égalitaire, mais la réalité des faits est plus complexe. Les femmes sont bien plus mises à mal par le divorce que les hommes, contrairement aux idées reçues. Le divorce entraîne une dégradation du niveau de vie pour 22% des femmes, contre seulement 3% des hommes. Et selon l'INSEE, en 2018, 96% des personnes qui arrêtaient de travailler pour prendre soin d'un enfant ou d'un parent étaient des femmes. Donc on se rend compte que beaucoup de femmes abandonnent leur carrière professionnelle pour s'occuper des enfants, mais se retrouvent par la suite dans une dépendance économique de leur mari, ce qui entrave la séparation. Voilà, ça c'est le petit topo sur le divorce en France. Est-ce que toi, Nour, tu peux nous parler du divorce en Syrie? Est-ce que c'est simple de divorcer en Syrie? Comment ça se passe en général? Quelle expérience, toi, tu en as? En fait, c'est pas du tout facile, surtout pour les femmes, le divorce. Parce que tout d'abord, pour divorcer, il faut que le mari accepte ça. Wow. S'il accepte pas, c'est catastrophe.
Ça durera peut-être... je connais une femme qui a elle a demandé de divorcer, mais son mari, il a décidé que non. Ils n'habitaient pas ensemble. Le juge, il n'accepte pas de divorcer la femme. Après, il a quitté son mari pendant 1 an et demi pour qu'il accepte qu'il se divorce. Ah ouais, parce Tu que vois? sinon, vu que le mari n'était pas d'accord, en fait, c'était pas... C'est ça. Mais par contre, si le mari il a dit 3 mots talak pour sa femme, il peut divorcer facilement. Donc, en fait, lui, il lui suffit juste de 2-3 Ah mots, ouais. c'est la parole divine un peu. Ouais, Ouais, mais c'est fou. Donc, ouais, en c'est fait, fou. aujourd'hui, en Syrie, une femme peut pas divorcer si le mari n'est pas d'accord. Ouais. Sauf s'il a comment on dit, il a une vraie raison, une raison qui est raison très forte, violence. Il a un proof de violence. Ah oui, une Oui. preuve qui... Et ça, c'est facile à obtenir ou ça doit être Ah oui, c'est difficile? facile. Oui, c'est facile. Pour nous, oui, c'était facile, oui. Mais ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque personne. Mais si la femme il a décidé d'avoir une preuve, oui, c'est facile. Mais quand même, si l'homme il était fort, c'est catastrophe pour la femme. Même si le loi il veut aider la femme, mais si l'homme il a le pouvoir, il peut faire n'importe quoi avec les femmes, avec la femme et avec sa famille aussi. Et personne peut dire un mot. Ah ouais, c'est Ouais. une autorité suprême Oui. un peu, Oui. même sur sur le Il reste peut de la appliquer famille. la violence, il peut voile sexuel, il peut exploser, par exemple. Il peut partager ses photos. Ah, exposer des photos Oui, comme ça des femmes oui, oui, ça ou nuire à leur existe. réputation. Et oui, oui, il avait des histoires comme ça. En Donc en fait, fait, oui. il y a un danger pour les femmes, des fois, à demander le divorce. Oui, si elle n'était pas d'accord, oui. Et ça, c'est commun à tout le territoire syrien ou là aussi, ça peut varier selon les zones en Syrie? Cette règle Euh, un peu enfin, cette difficulté à divorcer. oui, en fait, c'est la majorité. On peut dire la majorité. Mais je ne peux pas parler sur... je ne connais pas tous les règles, mais la majorité sont comme ça, oui. Et toi, de la région d'où tu viens aussi, ou les gens de ta famille, ou même tu parlais de ta tante, par exemple, qui elle était Oui, seule. Est-ce qu'une femme, une fois qu'elle a divorcé aussi, c'est difficile pour elle en Syrie de... oui, c'est euh, trop difficile, oui. Par exemple, j'ai un ami qui est en train de divorcer pour l'instant. Il va chez sa famille. En fait, il ne travaille pas parce qu'il était obligé de rester avec sa fille à la maison pour prendre soin de sa fille, pour faire le ménage. Il a décidé d'être à côté de sa fille. mhm. Et son mari, il travaille dehors, à la maison. D'accord. Oui, il travaille toute la journée presque. Il revient le soir. Il avait des problèmes avec lui. Pour l'instant, il a eu des problèmes avec lui. Mais il a décidé de divorcer. Mais sa famille, elle n'était pas d'accord. Elle n'est pas d'accord pour l'instant. La famille aussi a un poids sur cette décision? Oui, elle n'était pas d'accord de demander la divorce. Donc, elle a essayé beaucoup avec sa famille pour qu'elle le soutienne, parce qu'il n'a pas de l'argent, tout d'abord. Il n'a pas une autre maison, il n'a pas de travail. Tu vois, comment il veut divorcer? Son mari, il n'était pas d'accord de divorcer. Du coup, cette amie, son mari était pas d'accord de divorcer. Est-ce comment elle a fait en fait? Est-ce qu'elle a pu y arriver par la suite? Est-ce que c'est encore en cours? Tu sais ou pas? Oui, je sais. Elle a décidé de rentrer chez lui. Ah, elle a changé d'avis. D'accord. Ah oui, Elle je a changé comprenais pas. d'avis parce que personne ne lui soutient. Ah oui, parce elle pouvait pas en fait. Non, elle ne pouvait pas. Et du coup, elle a fini par, enfin, elle a été contrainte en fait d'abandonner cette idée Ouais, ouais, ouais. de divorce. Ouais, ouais, elle a rien trouvé. Elle m'a dit, je me sens que je suis épuisée. Je peux rien faire, toute seule. Personne me soutient.
Même moi, j'ai essayé de la soutenir, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux le soutenir de manière mais c'est tout. Psychologique, la Psychologique. soutenir, ouais. Mais c'est tout. Purée, c'est fou de se dire que elle, du coup, elle est condamnée, en fait, à poursuivre un mariage qu'elle veut plus, en fait. Ouais. Surtout, sa famille, elle ne le soutient pas. Toi, tu sais pourquoi, par exemple, là, dans cette situation, les familles sont opposées à l'idée du divorce? Elles sont pas d'accord parce que de manière que comment il va vivre hein, après. En Syrie, c'est de manière économie. Elle peut pas payer pour elle, pour sa fille. D'accord. Ils ont peur d'être eux en charge Oui. financièrement d'elle, en fait. Oui, c'est ça. Et elle aime pas parce qu'elle aime pas de avoir une fille divorcée. C'est mal vu. Il y a des femmes qui sont fortes, qui s'en fichent pour ça, mais il y a des familles qui non, elles sont pas d'accord. Par exemple, ma famille, elle accepte ça. Mais la famille de mon ami, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais elle n'accepte pas. Mais cette peur, par exemple, que ce soit eux le soutien financier, euh, pourquoi elle peut pas travailler et subvenir à ses propres besoins? Eux, ils ont peur qu'elle puisse pas. Même si elle va travailler, en fait, c'est pas suffisant. Quand j'étais en Syrie, j'ai travaillé deux jobs. C'était suffisant, mais pour moi, pas D'accord. pour un enfant avec moi. Ah oui, oui. Tu d'accord. vois? Et j'ai habité avec, parfois chez mes parents, parfois chez la famille de mon mari. Mais du coup, c'est difficile de vivre par ses propres moyens. Ah oui, c'est trop difficile. Est-ce qu'on est payé différemment selon si on est un homme ou une femme? Oui, en fait, oui. Pour les hommes, c'était mieux de payer. Et pour les femmes, il avait plusieurs types de travail, mais elle ne peut pas travailler n'importe quel travail, comme là, ici. Ah ouais, c'est limité. Oui, c'est limité, en fait, oui. Par exemple, mon amie, elle est prof de physique. Même si elle travaille comme prof de physique, c'est pas assez. Il faut travailler toute la journée pour avoir une vie un petit peu simple, en fait. Donc en fait, même dans l'idée du divorce, elles sont aussi coincées financièrement. Oui, surtout financièrement, et c'est mal vu. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour aider les femmes dans les situations, dans ces situations-là de difficulté à divorcer ou de les aider à être indépendantes financièrement Ah oui, oui, bien sûr. Dans ma vie, il y a des assistations, mais c'est pas suffisant parce que il peut aider les femmes pour. Il y a des assistations pour aider les femmes avec la nourriture. Ok? Des aides alimentaires, oui. Oui, des alimentaires, mais elle reste le problème. Il va habiter où? Tu vois? Elle peut pas trouver des maisons pour les femmes qui vont divorcer parce que en Syrie, la majorité de Syrie, elle est détruite, oui c'est ça. Et parfois, on était obligé de quitter l'école pour que les autres familles habitaient là-bas. Tu vois? Donc, on n'a pas le moyen de donner la maison pour les femmes, pour que divorcer. Donc, soit sa famille ou ses amis l'aident, soit elle ne peut pas divorcer. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler d'une tradition particulière des femmes dans ton pays? Ah oui, on avait quelque chose de traditionnel très ancien pour les femmes. C'était par exemple les tatouages qui existent à l'époque de ma grand-mère. Les femmes, elles sont fait le tatouage pour la beauté et pour de manière jalouse un petit peu parce que c'était la fille qui a fait beaucoup de tatouages, ça veut dire qu'elle est très belle. Ah, c'est vrai? Ah oui. Et, par exemple, ma grand-mère, elle avait un tatouage sur la main
et un tatouage sur le visage. D'accord. Oui. Ça représentait quoi? Ça présente que c'est comme à la mode à cette époque là-bas. Ça veut dire qu'elle est belle, elle est... Oui, c'était quelque chose de jalouse entre les filles en fait, mais ça a disparu à l'époque de ma mère et ça rentre dans mon e-book. Ah, c'est vrai, ça revient? Ça revient, oui, c'est ça. On recommence de faire le tatouage. mais à l'époque de ma mère, ça n'existe pas. Ah oui, il y a eu un saut générationnel. Oui. T'aimerais en faire un, toi? Ah oui, bien sûr. Mais j'ai pas décidé encore parce que j'aimerais faire quelque chose qui c'est proche de moi. Oui, c'est quelque chose qui porte mon histoire, par exemple. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler d'initiatives de femmes dans ton pays qui changent les choses? En général, on peut pas dire un nombre parce que la situation en Syrie, elle est très compliquée en fait. On n'a pas le droit pour l'humain en généralité. Donc, toute l'assistation, tous les artistes, tous les gens essayent de demander les droits des humains, tout d'abord, avant que les femmes. D'accord, c'est Oui, les droits humains. On n'a pas le droit avant, de l'homme, même de l'homme. Ah, elles sont pas prioritaires en fait. Non, pas du tout. Mais en général, par exemple, dans ma vie, on a fait de formation. C'était gratuit. Formation pour aider les gens psychologiquement. Mais en fait, c'était magnifique. C'était une expérience magnifique. Car on a fait quelque chose pour les familles. Par exemple, pendant la guerre, tu sais, il y a tout le temps des explosions. Donc, après l'explosion, on va pour soutenir les familles psychologiquement, pour dire que vous n'êtes pas toute seule, on est avec vous. N'importe si ils ont des enfants, s'ils ont des femmes, des hommes, n'importe quelle personne. On était en train de soutenir tout le monde. La majorité de ce groupe, on était des femmes, en fait. On est voyagé pendant les villages qui à côté de notre ville. Et il y avait une autre formation, en fait, qui sont appliquées par les femmes surtout, pour soutenir les femmes, pour aider les femmes et les enfants plutôt. D'accord, ouais, c'est vraiment aussi un élan de sororité, ouais. de solidarité. Oui, exactement, oui. Le bruit qui court. Campus. En fait, je suis très contente avec toi d'avoir échangé, oui, discuté. Mais moi aussi. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. J'aimerais partager avec vous, en fait, une chanson que je l'aime beaucoup. Un chanteur qui s'appelle Abou Kaltoum. Il est syrien. Il choisit tout le temps de faire des chansons qui sont des sens dans l'écho pour la société. J'ai choisi une chanson pour les femmes, surtout, Zammilouni. Eh ben, on va terminer sur ça alors. Oui. Au revoir Nour et bonne écoute. سند أنثى بألف رجال تبني بظهر سدود بينا عسود الدور تضوي سمانا نجوم لما تطغى براسي نفسي. Merci à nos 2 étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram, pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres.